Table, chaise. Super. Bonsoir. Oui, Super bonsoir, beau. oui. Zi. C'est parti. Euh, Hop là. Et maintenant sur Station 8, la chronique de Yuga. Doc Tapes. Pa, 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 pa. Et justement, depuis quelques semaines, un couple de canards mandarins. Yes. Oui. Bienvenue dans DuckTapes, mes amis. Une fois de plus, Merci. nouvelle émission, un nouveau DuckTapes. Ce soir, est-ce qu'on parle encore de Miyamoto Musashi? Pour ta Apparemment, participation. Eh ben, merci Guillaume, en tout cas, merci Yuga. probablement. Allez, on passe tout de suite à la prochaine. À la prochaine chronique, on enchaîne immédiatement. Ok, c'est parti pour le tacos quiz. Est-ce que vous aimez les tacos? Oui ou non? Yuga, Ton micro, il est coupé. Yuga, ton micro il est coupé. LOL, est-ce que ça vous le fait aussi quand vous mangez des tacos? Après, vous pouvez de la gueule. Réponds en Ah commentaire. voilà, désolé. Il est Petit de problème retour. technique. Désolé, petit problème technique. Oh là là, Ah. terrible. On a eu peur de te perdre. Hein. Bref, désolé pour ce, Vraiment la pour ce façon petit la passage à plus blanc. bien coordonnée. Je suis désolé. Petit problème technique où je devais faire des tests son. Bref, eh bien, bonsoir à tous et à toutes, être aux yeux symétriques. Bienvenue dans DuckTapes, la chronique qui vous en apprend plus sur les origines de l'espèce humaine, cette sale race. Si vous êtes un auditeur ou une auditrice régulière de Station 8, vous pouvez déjà deviner le sujet de cet épisode, car en effet, nous allons enfin finir notre histoire sur Miyamoto Musashi, célèbre samouraï et plus grand sabreur du Japon. En effet, comme je vous l'ai introduit dans les épisodes précédents, ce personnage, qui a été un mélange entre des faits historiques et des légendes, est pour moi le premier héros de manga. Musashi est vraiment le héros typique de shonen avant l'heure, un personnage principal que l'on suit sur une longue période de sa vie et qui est en quête de surpassement de soi-même. Mais bref, avant de reprendre là où on en était, un rappel des événements qui se sont passés durant les derniers épisodes de DuckTapes. Alors je vais faire un générique, du coup je vais le faire à la bouche, c'est Previously on DuckTapes. Voilà, bref. Et est-ce que Léo, s'il te plaît, tu pourrais mettre la première image que je t'ai envoyée, qui est le récap en fait des persos de notre histoire, car je sais que c'est pas des prénoms dont on a l'habitude d'entendre, et voilà, vu que ça fait aussi un petit peu de temps, c'est un peu fait la zub, mais j'ai fait un récap des différentes persos de notre histoire. On aime bien les zubs. Voilà, merci beaucoup. Tu peux faire la fiche de perso? Exactement, je vais aussi baisser un peu le son du Discord, du Il Riven, aime sinon bien je vais m'en parler. sortir. C'est bien, Alors. c'est résumé simplement. Moi, je peux comprendre. Ah, merci. C'était le but. Donc, récap des épisodes précédents. Nous sommes en octobre de l'an 1600 et au Japon éclate la guerre entre le clan Toyotomi de l'Ouest, donc la team West Coast, et le clan Tokugawa de l'Est, donc la team East Coast. Une bataille décisive va décider du vainqueur, la bataille de Sekigahara, où Tokugawa va triompher. Dans cette bataille, nous retrouvons Takezo et Matahashi, deux amis d'enfance originaires du village de Miyamoto, qui ont participé à la guerre du côté Toyotomi en quête d'ascension sociale. Mais après la défouraillée qu'ils se prennent, ils sont obligés de s'exiler et trouvent un refuge dans une ferme où ils sont accueillis par deux femmes, Oko et sa fille Akemi. Matahashi tombe sous les charmes d'Oko et fuit avec elle et sa fille leurs responsabilités, laissant son ami Takezo tout seul. Désespéré, Takezo rentre seul dans son village natal, le village de Miyamoto, mais se confronte à plusieurs problèmes, dont Osugi, la mère de Matahashi, qui cherche à se venger de notre héros. En effet, cette vieille vipère accuse Takezo d'avoir embrigadé son fils dans la guerre et de le laisser pour mort. Bref, ça crée un peu de grabuge dans le village, et tout le monde veut sa peau, mais Takezo se défend comme une bête féroce. Dans ce chaos, il n'a que deux alliés, Otsu, la future promise de Matahashi, et qui va tomber amoureuse de lui, et Takuan, un moine de la région. Ils fuient ensemble le village, et Takuan persuade Takezo de s'enfermer dans le donjon du château Himeji, où il va apprendre pendant 3 ans la philosophie. Au bout de ces 3 ans, il en ressort grandi, et est rebaptisé par le seigneur Himeji. Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, symbole ultime de renaissance et d'un homme nouveau. Musashi a maintenant un nouvel objectif, devenir le plus grand sabreur du Japon et rencontrer les plus grands bretteurs et les plus grands sages, ce qu'on appelle suivre la voie du sabre.
Mais pour se perfectionner dans les arts martiaux, Takezo doit faire le sacrifice de son amour pour Otsu, elle qu'il a attendue durant ces 3 années. Durant son voyage initiatique, il fera face à de nombreux dangers. Il va d'abord vaincre les célèbres mais terribles moines lanciers d'Ozuin, puis il va provoquer un duel au dojo Yoshioka, école centenaire au prestige incontesté. Musashi va provoquer en particulier Seijuro Yoshioka, le jeune maître du dojo. Peu de temps avant le duel, nos personnages se retrouvent à Kyoto, Otsu et Osugi se rejoignent, et au même moment, Musashi fait la rencontre avec son pire ennemi, Kojiro Sasaki, une des plus fines lames du pays. Kojiro est sadique, Kojiro est sans pitié, bref, c'est le méchant de notre histoire. Il retient captive Akemi, qui est devenue son obligé, donc en gros, c'est devenu malheureusement son esclave sexuel. Nous nous étions quittés lors du dernier épisode sur le duel entre Seijuro et Musashi. Musashi ressort vainqueur en blessant grièvement le maître du dojo au bras, qui est par la suite obligé de s'amputer le bras gauche. Et maintenant, la suite de notre histoire. Les disciples de l'école Yoshioka rapatrient leur jeune maître en panique au dojo. Seijuro gémit de douleur, il n'a plus son bras gauche, qui a été amputé pour rappel, ce qui veut dire que si on suit l'expression « pas de bras, pas de chocolat », il n'a plus le droit qu'à la moitié de la boîte. Le jeune maître est alité sous les yeux de son frère cadet, Denshishiro. Une fois sorti de sa tourmente, ayant à peu près retrouvé ses esprits, Seijuro confie à son frère la succession du dojo et de l'honneur de la famille. Denshishiro n'éprouve que du mépris pour son fraternel, qu'il qualifie de lâche, donc autant dire que l'entente entre refs dans la famille Yoshioka est pas ouf. Ce rejet, mélangé à cette défaite amère, poussera Seijuro quelques jours plus tard à s'exiler et à abandonner titre et honneur. Mais ce n'est pas grave, hein. Maintenant on va se concentrer sur Denshishiro, donc le frère cadet de Seijuro, qui décide de faire du ménage dans le dojo et de se débarrasser de tous les lâches qui le gangrènent selon ses dires. Vous l'aurez compris, Denshishiro c'est un homme impitoyable, mais peut-être aussi un peu trop présomptueux et vaniteux, ce qui, vous allez le voir, va le conduire à sa perte. Car en effet, un brasier enflamme Denshishiro, celui de la vengeance. Il réclame justice auprès de Musashi, qu'il provoque publiquement en duel. Certains de ses élèves le préviennent de sa témérité, à provoquer comme ça l'homme qui a quand même one-shot leur ancien maître. Denshishiro leur répond en leur one-shotant les fesses et les vire du dojo. Il ne peut pas y avoir de pensée dissidente, et encore moins d'élèves qui remettent en cause la force de leur maître. Mais, pendant ce temps-là, retrouvons nos personnages secondaires, donc Akemi, qui grâce à une porte dérobée du scénario cachée sous des facilités scénaristiques, s'échappe des griffes du terrible Kojiro Sasaki. Elle fuit en périphérie de Tokyo, où elle est recueillie dans un petit temple bouddhiste, où se trouve, comme par hasard, Matahashi. Pour rappel, Matahashi, c'est l'ami d'enfance de Musashi, et c'est surtout un ivrogne invétéré, d'ailleurs accompagné de son compagnon de biture préféré de l'épisode précédent, et eux aussi se sont réfugiés dans ce petit temple bouddhiste. Bref, grande retrouvaille entre Matahashi et Akemi, plusieurs années plus tard, et de cette rencontre va naître un nouvel amour. Donc bref, ce qu'il faut retenir, c'est Matahashi pécho Akemi, et on reviendra vers eux plus tard. Mais il faut encore parler de certains personnages. C'est Osugi et Otsu qui continuent, elles, de leur côté, leur voyage pour retrouver Takezo, qui, pour rappel, l'ancien prénom de Miyamoto Musashi. Otsu, elle, poursuit toujours son objectif pour essayer de passer sa vie avec le seul homme qui a été sincère avec elle, et Osugi, cette vieille biatch, cherche la vengeance. Je vais devoir malheureusement taire tout cet arc de la légende de Miyamoto Musashi, parce que j'ai pas le temps. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Osugi va enfin comprendre la haine absurde qui l'habite et mettre fin à cette quête de revanche contre Takezo. Tant qu'à Otsu, on en reparlera plus tard, elle a encore un rôle important à jouer dans cette histoire, mais revenons à notre héros. Pendant ce temps-là, Miyamoto Musashi va chiller chez un artisan du nom de Koetsu. Ce qu'il faut retenir, c'est que là-bas, le samouraï va étudier plein de formes d'art auxquelles il va être très sensible. Il va notamment se passionner pour la peinture, et c'est à cette époque-là qu'il va commencer ses premières estampes. Mais ça commence à manquer d'escrime cette histoire, donc faisons un petit saut dans le temps. Des disciples de Yoshioka se présentent devant Musashi. Pour une fois, ils n'ont pas l'air belliqueux. En effet, ils sont juste là pour remettre une lettre au Ronin. C'est bien sûr une demande de duel de Denshishiro, qui lui donne rendez-vous derrière le temple Renji, ce soir à l'heure du chien. Heure du chien qui, en heure japonaise traditionnelle, se situe entre 19h et 21h. Notre héros n'en a pas fini d'en découdre avec l'école Yoshioka, mais la voix du sabre oblige, il doit être présent au combat. Est-ce que, Léo, s'il te plaît, tu pourrais mettre la deuxième image que je t'ai envoyée, qui s'appelle Denshishiro versus Musashi, si ma mémoire est bonne.
Et donc, c'est l'heure du chien. Et non, je ne parle pas de tous ces mecs relâchés une fois le confinement fini. Nous sommes en hiver, et de fins flocons rayent le ciel et viennent blanchir le toit du temple Renji. Denshishiro est présent sur place avec une dizaine de disciples, mais ne vous inquiétez pas, le combat est bien un duel en 1v1, ou du moins en apparence. Musashi apparaît sur le porche du temple et avance silencieusement vers son adversaire. Denshishiro dégaine son katana, pendant que les élèves autour de lui s'écartent. Il provoque et insulte le Ronin, alors encore en haut du porche, pour qu'il en descende. Et oui, en effet, c'est bien l'heure du chien, car Denshishiro, ce chien, a planqué en dessous du porche du temple Renji 2 de ses hommes, prêts à prendre notre héros en embuscade. Bon, si vous suivez cette série depuis le début, vous savez que Musashi spot direct les embuscades, et se débarrasse en un éclair des élèves Yoshioka qui le débusquent. C'est au tour de Denshishiro de subir le courroux du Ronin, qui a droit à un lifting du visage, façon sabre fraîchement aiguisé. Ah. Musashi contre le dojo de... Voilà, désolé. Sauter une ligne. Le tout jeune nouveau maître tombe à terre, victime de son orgueil et de son audace. 2-0 pour Musashi contre le dojo Yoshioka. Mais vous allez voir, ce n'est pas encore la fin des querelles entre Yoshioka et le Ronin. Le pire reste à venir. Et Léo, du coup, si tu veux, tu pourras mettre le carton de récap des persos. Et oui, en effet, plus que jamais, l'école Yoshioka a envie de faire manger ses morts à Musashi. Bon, Denshishiro est kaput, donc maintenant la succession du dojo revient à Genjiro, le cousin de Sejuro et de Denshishiro, alors âgé que de 13 ans. Il est placé sous la tutelle de son père, Ganzaemon, qui est donc l'oncle de Sejuro et de Denshishiro. Il ne faut pas longtemps pour qu'il y ait une nouvelle altercation, je vais pas y arriver, entre des élèves Yoshioka et le Ronin, mais heureusement les hostilités sont arrêtées de peu par Kojiro Sasaki, pour rappel le grand méchant de notre histoire. Il stoppe ce qui allait se transformer en un combat de rue dans Kyoto, pour proposer un dernier duel à l'amiable entre Musashi et Yoshioka. Il écrit l'annonce du combat sur un grand panneau en bois, qu'il accroche à la vue de tout le monde sur une des grandes places influentes de Kyoto. Dessus, il écrit c'est beau, 22 janvier 1605, à la colline Ichijoji, se déroulera le combat entre Miyamoto Musashi et Genjiro Yoshioka. Alors sur le papier, c'est un duel entre notre héros et un gamin de 13 ans, mais en réalité, c'est des hommes du dojo qui vont combattre en son nom, et pas un ou deux mecs, mais une centaine de samouraïs, autant dire l'entièreté de l'école de Yoshioka, qui vont être présents à Ichijoji. Pas facile à dire. Musashi se prépare pour ce qui sera sûrement son dernier combat. Le combat se déroule au lever du soleil, mais le Ronin décide de partir un peu plus tôt pour aller repérer son futur champ de bataille. Sur le chemin, il croise Otsu, qui forcément se doutait qu'il allait prendre ce chemin, étant au courant du duel grâce à l'annonce publique. Elle arrête encore une fois Takezo et lui supplie d'abandonner le combat, courant tout droit vers sa mort. Elle lui avoue frontalement son amour et lui exprime sa souffrance à ne pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Musashi est troublé et ne sait pas quoi répondre. Il est déchiré entre la voix du sabre et l'amour d'une femme. Enfin, notre Ronin solitaire et endurci se rend compte du connard indifférent qu'il a été, qu'il a refoulé son amour dans le sabre, et enfin, il avoue, lui aussi, son amour à Otsu. Les deux tourtereaux s'enlacent, mais cette étreinte est un adieu pour Musashi. Il est trop tard pour retourner en arrière, il a choisi la voie de la souffrance, la voie du sabre, et préfère mourir en homme de sabre que de mourir heureux. Otsu le laisse partir à contre-cœur, mais elle est néanmoins heureuse de l'honnêteté du samouraï, et elle sait qu'elle aura toujours une place à part dans le cœur de Takezo. Musashi prononce ses adieux, il sait qu'il ne reviendra pas vivant, puis disparaît dans la brume matinale. Nous sommes sur la colline d'Ichijoji, au petit matin, et le soleil n'est pas encore levé. Un grand pin défie la colline en contrebas, et de cet arbre s'étirent 3 routes qui en permettent l'accès. Chaque route est bordée de rizières, dont quelques tiges timides commencent à sortir. C'est au pied du grand pin que se trouve Genjiro Yoshioka et son père, entourés d'élèves du dojo. Le périmètre est cerné, une dizaine d'hommes surveillent chaque route, des tireurs embusqués sont planqués avec des arcs, et il y a même un des disciples qui est armé d'un mousquet, donc d'un fusil, posté en hauteur dans le pin. Miyamoto, lui, est perché sur un des flancs de la colline et observe la situation au loin. Pour lui, c'est une mission suicide, que même mission impossible et Tom Cruise ne pourrait surmonter. Il commence à compter le nombre d'hommes sur place, 73 au total,
tout cela pour le tuer. Le samouraï sort un parchemin et commence à noter l'emplacement de ses ennemis, puis s'avance avec précaution vers le grand pin, en prenant à revers la plupart des élèves qui sont positionnés sur les routes. Et là, Léo, si t'es chaud, tu peux me mettre l'image 3 que je t'ai envoyée, ça doit s'appeler Ishijoji. Donc, Miyamoto Musashi déboule, il dégaine un sabre, puis 2. Et oui, en effet, Musashi a créé un nouveau style de combat, un style qui se manie à 2 sabres, et que j'ai dû malheureusement occulter dans l'épisode précédent. Bref, le type déboule. Bref, le type déboule avec une épée dans chaque main, c'est plutôt badass. Il s'élance vers le grand pin, mais il est intercepté par une dizaine d'hommes Yoshioka. Il parvient à les garder à distance et les contourne pour s'occuper des archers. Il les élimine un par un. Il ne reste que le disciple avec le mousquet, posté sur les branches du grand arbre. La force et la rapidité de Musashi est un grand atout dans cette bataille, ce qui lui permet de tenir face à autant d'adversaires. Et depuis le début du combat, il en est déjà aussi une bonne trentaine. Le type au mousquet n'est plus, et il fait maintenant face à Ganzaemon et son fils Genjiro, qui se cachent apeurés derrière lui. La situation est critique, et Musashi n'hésite pas. Il transperce de part en part le corps de Ganzaemon et tue Genjiro, le jeune enfant héritier du dojo Yoshioka, qui pour rappel n'est âgé que de 13 ans. Les deux meurent sur le coup, puis il rétame les autres samouraïs qui commencent à l'encercler. Il fuit in extremis Ishijoji et laisse le peu de disciples Yoshioka restants en déroute. Au loin, on peut apercevoir Kojiro Sasaki, qui se délecte du spectacle, et comprend qu'il est le seul qui pourra défaire Miyamoto Musashi. Donc Léo, si t'es toujours chaud, tu peux remettre l'image récap des persos. Et petite transition. Plusieurs années ont passé et Miyamoto Musashi s'est retiré dans le temple d'Enryaku-ji pour méditer et sculpter des idoles. Le silence est maître dans cet endroit, mais il est interrompu par l'intrusion des moines du temple. Il convoque le renard pour lui annoncer qu'il n'est plus le bienvenu. Il a commis l'irréparable, il a tué un innocent, il a tué un jeune enfant. Le ciel ne peut te le pardonner, répètent les moines. Musashi accepte le verdict, mais avant de partir, il affirme aux bonzes qu'il n'éprouve aucun regret, il n'a fait que répondre aux conditions du duel, où il devait vaincre le jeune Genjiro pour que sa victoire soit reconnue. C'est le début d'un long-exil pour Musashi. Et donc je vais passer assez vite sur cette partie de la vie de Miyamoto Musashi, où en fait il va se retirer de la voie du sabre pendant plusieurs années suite aux événements d'Ishijoji et l'assassinat du jeune Genjiro. Il va errer sans but et il va rencontrer près de Edo un orphelin du nom de Yori Misawa, qui va prendre sous son aile et qui va être une sorte de disciple ou de fils spirituel pour lui. Ensemble, ils vont cultiver des terres pour la prochaine récolte du riz en automne. En effet, avant de devenir samouraï, Takezo a été élevé dans une ferme à Miyamoto et va donc renouer avec ses origines. C'est la première fois qu'on voit Musashi sortir à ce point-là des arts martiaux, et on pourrait presque croire qu'il a trouvé une sorte de paix intérieure en cultivant un petit lopin de terre. Cela sera vrai, hein, enfin pendant un certain temps. En effet, la voix du guerrier va vite le rappeler quand le village à côté de ses terres va se faire attaquer et qu'il va devoir défendre les pauvres villageois de brigands peu scrupuleux. Maintenant, vous devez avoir compris que les voleurs vont pas lui opposer une grande résistance et que notre héros n'a pas pris une ride durant ces quelques années où il a raccroché le sabre. Durant cette escarmouche, je vais y arriver, Musashi est repéré par un seigneur local, Messire Sado. Oui, c'est vraiment son nom, et je l'ai inclus dans l'histoire juste pour la blague. Il veut absolument le rencontrer. Malheureusement, Musashi est déjà parti, cette bataille lui a rappelé le but de son existence. Il est reparti sur les routes et sur la voie du sabre. Il a un nouvel objectif en tête, et se dirige vers la capitale du pays, Edo, l'ancienne Tokyo. Il va là-bas faire la demande de devenir le maître d'armes du shogun, ainsi il peut reprendre sa passion du sabre et la transmettre, et arrêter ses duels et meurtres inutiles. Nous sommes maintenant à Edo, et Musashi s'arrête chez un affûteur d'armes du nom de Hanami Kosuke. En effet, il faut à nouveau aiguiser ses armes qui depuis le temps se sont émoussées. L'affûteur l'invite à lui confier son arme, puis lui propose un sabre de rechange le temps qu'il l'entretienne. Il l'invite dans une annexe de l'échoppe, où sont entreposées les épées, mais Musashi s'arrête avec stupeur quand il voit parmi eux le long sabre Nagamitsu de Kojiro Sasaki. Alors faut imaginer la tête de Miyamoto Musashi en mode freeze frame, comme dans les animés, avec un monologue intérieur qui dit « Oh bordel, mon pire ennemi est en ville, et maintenant je le sais. Combien de temps avant que lui ne le sache ?» Transition parfaite pour revenir sur Kojiro Sasaki, qui est effectivement à Edo.
La raison de sa présence à la capitale est qu'il veut rentrer au service d'une famille noble de la ville, les Hosokawa. En effet, quand tu rentres au service d'une famille noble en tant que samouraï, tu as une vie plutôt confortable. Mais avant de faire ses preuves auprès du seigneur, il va récupérer son sabre chez l'affûteur, et bien sûr il tombe sur l'épée de Musashi, donc ça y est, il est au courant que le cow-boy est en ville. Petite ellipse, Kojiro Sasaki se présente devant le seigneur Hosokawa pour lui faire une démonstration de son talent. Il affronte devant lui son samouraï le plus doué, Okaya, à manière de la lance, qu'il défait au terme d'un long combat. Kojiro rentre au service de Hosokawa et devient maître d'armes, à lui la richesse et les bitches. Et pendant ce temps-là, via une suite de péripéties, Miyamoto Musashi va rencontrer l'instructeur militaire du shogun grâce à l'aide du moine Takuan, qui a le bras long et qui a pu le recommander. C'est un peu comme en audiovisuel en fait, faut avoir les bonnes connaissances. Musashi soumet sa candidature au shogun, qui est étudiée par un comité. Le comité revient sur les différents exploits du Ronin, sa victoire contre Sejuro et Ozuin, ou du célèbre combat où il a affronté 73 adversaires à Ichijoji. Le problème pour un des examinateurs est que sa lame reste souillée par le sang d'un innocent. Il a tué l'enfant Yoshioka. Ils ne peuvent recommander à un homme aussi impitoyable que lui, aussi exceptionnel soit-il, et sa candidature est rejetée. Autant vous dire que Musashi a un peu le seum, mais accepte le choix de la cour shogunale. Il se retire d'Edo et retourne à Kyoto, chez Koetsu, un artisan dont j'avais un peu parlé avant. Là-bas, il va renouer avec sa passion pour l'art, il va perfectionner sa technique d'estampe en comparant le pinceau au sabre. Quand ça le lasse, il fait aussi un peu de poterie. C'est les passions de Musashi. Voilà, ça change un peu de tuer des gens. Et ça lui permet aussi de méditer sur la voie du sabre. Mais j'entends gronder au loin une musique de boss. Est-ce que ce serait pas finalement le combat final qui approche? Alors, en déplacement avec son nouveau maître Hosokawa, Kojiro Sasaki apprend la présence de Musashi chez l'artisan Koetsu. Après toutes ces années, il va enfin pouvoir se mesurer au Ronin. Et il faut imaginer à ce moment-là que Kojiro est un des plus grands bretteurs du pays, et qui n'a jamais perdu un duel de sa vie. Ce combat va opposer le sabre de cœur de Musashi, qui voit l'art martial comme une façon de vivre qui dicte ta conduite, contre le sabre de la force et du talent de Kojiro. En fait, c'est un peu le sabre laser bleu contre le sabre laser rouge. Bref, Kojiro envoie une lettre à Musashi et le provoque en duel. Quant au lieu, la confrontation se passera sur une île, l'île déserte de Funajima, au bord de Kyoto. Kojiro est malin sur le lieu. En effet, l'île annule toutes les capacités de fuite de Musashi, et le Ronin ne peut pas non plus le prendre par surprise. Mais la réputation de notre héros n'est plus à faire, et sans concertation auprès de Kojiro, le seigneur Hosokawa décide de mettre en embuscade des tueurs d'élite autour de l'île. Même si Kojiro perd le combat, Musashi sera quand même éliminé. Hosokawa ne veut pas mettre en péril l'honneur de son fief. Donc vous l'avez compris, depuis le début de cette putain d'histoire, notre héros il se fait quasiment tout le temps prendre en embuscade. Mais bref, assez de parler, place au combat. Enfin, pas tout de suite. Et je vais faire une petite pause bouteille d'eau. Buvez de l'eau, c'est important. Et oui, parce que c'est à ce moment-là que le scénario se rappelle qu'il a des persos secondaires. On retrouve des années plus tard Matahashi et Akemi qui ont eu un bébé. Osugi et Otsu les croisent à Kyoto. Osugi retrouve enfin son fils après tout ce temps, et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de l'engueuler car il n'a pas épousé la femme qu'elle lui avait désignée. Alors, je suis désolé, j'ai essayé d'être sympa avec le personnage d'Osugi, mais c'est vraiment une grosse connasse. Bref, Otsu, quant à elle, apprend que Takezo est encore en vie, et va encore une fois essayer de lui faire entendre raison avant son combat. Nous sommes le 13 avril 1614, et Musashi se prépare pour le duel le plus important de sa vie. Cela fait maintenant 10 ans qu'il a quitté le donjon du château Himeji, et qu'il a voué sa vie à la voie du sabre. Sur la plage, il regarde l'île au loin, et se dit que c'est peut-être la fin du chemin. Otsu pop sur la plage, elle a sûrement dû sentir les phéromones de l'homme qu'elle aime. Bref, Takezo s'approche d'elle, et s'excuse de tout ce qu'elle a dû endurer pour lui. Il continue en lui expliquant que le sabre est sans pitié, et qu'il doit faire quoi qu'il arrive faire ce duel. Elle lui répond désespérément que ce n'est pas le sabre qui est sans pitié, mais son cœur, qui continue, et puis elle continue en lui exprimant sa pensée profonde. En avançant dans la voie du sabre, tu me fais autant souffrir que tu te fais souffrir toi-même.
Veux-tu vraiment encore verser du sang inutile et en souiller tes mains? Musashi est imperturbable et il ne lui répond pas. Il a préparé un rameur de compète pour l'emmener sur l'île, du nom de... Sasuke! Eh oui, Sasuke. Et avant de monter dans la barque, le renard ramasse sur la plage une rame en bois. Durant son trajet jusqu'à l'îlot, Musashi reste calme et silencieux. Il sort son katana et taille la rame qu'il a trouvée pour la transformer en bokken improvisé. Et donc oui, Miyamoto Musashi va vraiment affronter Kojiro Sasaki avec une rame qu'il a taillée sur le chemin. Et là, Léo, c'est toujours chaud. Je t'invite à mettre la dernière image que je t'ai envoyée, qui est l'image de Kojiro contre Musashi. Parce que ça y est, les enfants, ça y est, c'est le moment fatidique. C'est le combat final de notre histoire. Nous sommes à l'heure du tigre. Donc en gros, il est 5-6 heures du mat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appellera plus tard ce duel le duel de l'aube. Et Musashi débarque sur l'île de Funajima. D'abord, il sort de la barque et demande à Sasuke de l'attendre. Il n'en aura pas pour longtemps. Kojiro se présente devant lui en armure et dégaine son fameux sabre long Nagamitsu. On entend que le bruit des vagues au loin. Les deux hommes se fixent du regard. La tension est à son maximum. Un long et périlleux combat va se dérouler devant nous, et durant des heures, les deux samouraïs vont croiser le fer. Non, je déconne, on n'est pas dans Star Wars ici, où les duels ils durent 3 heures, durant lequel le méchant et le gentil ils tapotent gentiment leur sabre. Non, la scène est digne d'un animé, où les deux adversaires s'élancent l'un vers l'autre et assènent un seul et unique coup. Kojiro manque de peu Musashi. Il découpe seulement son bandeau. Musashi, quant à lui, a tout simplement fracassé le crâne de son adversaire à l'aide de sa fidèle rame. Kojiro s'écroule lourdement dans le sable. Notre héros a gagné et regagne rapidement sa barque. Grâce à la force de... Ah non, merde. Grâce à la force de Sasuke et à la marée montante, le samouraï s'extrait rapidement de Funajima et court-circuite les assassins qui l'attendaient autour de l'île. C'est la fin d'un chemin pour Musashi, et il est maintenant le plus grand sabreur du Japon. Encore dans l'embarcation, je vais y arriver, en ce moment je n'arrive pas à articuler ce soir, encore dans l'embarcation, il regarde ses mains, elles sont maculées du sang de Kojiro. Digne d'un flashback à rallonge de Naruto, le Ronin se remémore les propos d'Otsu. Si tu gagnes, ses mains seront encore souillées. Cette phrase résonne dans sa tête. Il a enfin compris. Pendant 10 ans, il a sacrifié sa vie pour le sabre, en quête de perfection. Mais tout ceci n'est que vanité, le sabre n'est pas la vie, ou un mode de conduite, c'est une arme qui est faite pour tuer. Il a mis son temps. Voilà, je t'ai pas entendu, Hugo. Il a mis son temps quand même pour comprendre que le sabre c'était une arme. C'est sérieux. Franchement, c'est parce que mec, on est en 1600, il n'y avait pas encore l'évolution. Bref, il jette enragé sa rame à l'eau. Et voilà, c'est la fin de cette histoire, enfin du moins des films sur lesquels je me suis basé, et qui sont l'adaptation la plus fidèle de la légende officielle. Mais vous pouvez imaginer après la suite que vous voulez, soit Musashi reste ce guerrier au cœur froid, soit à la fin il rejoint Otsu pour vivre avec elle et il regagne une forme d'humanité. C'est à vous de choisir. Après, on va aller un peu plus loin, et je vais vous raconter brièvement la fin de vie de Miyamoto Musashi. En effet, on sait de manière avérée que le samouraï se lassa des arts martiaux, du moins au sens guerrier, et va plus explorer la voie philosophique du sabre. Nous sommes en plus dans une période où le Japon va être unifié, il va fermer ses frontières, et va connaître une longue période de paix. Les samouraïs ne sont plus essentiels à la société, car les grandes batailles sont maintenant inexistantes. Dans ce nouveau contexte, les dojos continuent d'exister, mais ne vont plus enseigner l'art militaire, mais plutôt une sorte de code de conduite et un art de vivre. Musashi va fonder son propre dojo, appelé dans un premier temps l'école des deux sabres, puis l'école des deux cieux, et un de ses premiers élèves et disciples sera Yori Misawa. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais c'est le gamin avec qui il a cultivé des terres après Ishijoji. Bref, ce sera son premier disciple. Et le dojo Musashi apprenait effectivement l'art du combat à deux sabres, mais il incitait surtout les élèves à expérimenter par eux-mêmes et à trouver leur propre force plutôt que de suivre des préceptes de grands maîtres. À la fin de sa vie, Musashi se retira de la vie publique et s'isola en tant qu'ermite dans une grotte perchée en haut d'un mont.
Il écrivit durant ces 2 dernières années un livre philosophique nommé Le Traité des 5 roues ou Le Traité des 5 cercles. Ce livre met en valeur les éléments de l'idéologie bouddhiste zen. Et donc les 5 éléments en fait sont les éléments de la terre, de l'eau, du feu, du vent et du vide. Bon, je fais très très simple ici, hein, parce que on pourrait faire toute une chronique juste sur ces écrits philosophiques. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Mais si le bouddhisme ou la philosophie autour vous intéresse, c'est un livre sympa à checker. Il continua aussi durant cette période la peinture, et on peut retrouver de nombreuses estampes signées de son nom. Dans ses derniers moments, Miyamoto Musashi médita énormément, et mit en parallèle les principes qu'il avait appliqués dans ses duels dans des situations de tous les jours. Je vous parlais notamment du fait que, tout à l'heure, qu'il prenait par exemple son pinceau pour un sabre. Il mourut à l'âge vénérable de 62 ans. Ses dernières volontés furent d'être placé, revêtu de son armure, dans un tonneau. C'est un peu particulier, mais voilà. Son cadavre est dans un tonneau avec une armure. Et là, pour finir, enfin, mon cher Léo, si tu es chaud de mettre en boucle la vidéo que je t'ai envoyée, ce serait génial. Parce que depuis tout à l'heure, d'ailleurs, je ne check pas le live, je sais pas, mais il me semble bien que c'est le cas. Ah, merci beaucoup. Tu es parfait. Mais voilà, il y a quelques questions qui restent sans réponse dans cette chronique. Hein. En effet, depuis le début, j'utilise des scratchs. Enfin bref, vous avez compris quoi. J'utilise des scratchs, et surtout, j'utilisais aussi un enregistrement précis, hein, qui est cet enregistrement-là, si je le retrouve. Miyamoto Voilà. Musashi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, tout ça n'est bien sûr pas choisi au hasard. Vous l'imaginez bien. Tout ceci est tiré de Samurai Champloo, l'anime original de Shinichiro Watanabe. Donc Watanabe est connu aussi pour avoir fait Cowboy Bebop, qui je crois a inspiré quelques visuels de Station 8. Et en effet, hein, dans Samurai Champloo, on rencontre Miyamoto Musashi, ou du moins c'est ce qu'on en pense, c'est ce qui est en train de passer en ce moment en vidéo. Un des héros de l'anime, Jin, celui en bleu, est recueilli par un vieil ermite après un dur combat. Durant sa phase de récupération, il discute avec ce vieil ermite, qui lui annonce son nom, Miyamoto Musashi. Et c'est l'enregistrement que je vous ai passé tout à l'heure. C'est exactement le dialogue de l'anime. Puis après, il déconne et il dit que c'était une blague. Donc on n'est jamais vraiment sûr si c'est lui ou pas dans l'anime. Pourtant, quelque chose de particulier se dégage de ce petit vieux, hein, qui apprendra à Jin, dans cet épisode, à maîtriser une nouvelle forme de combat, où il ne faut non pas se focaliser sur l'adversaire, mais ressentir son flot en quelque sorte, comme un poisson qui nage dans une rivière et qui laisse glisser l'eau autour de lui. C'était effectivement un des préceptes de Miyamoto Musashi. De plus, la période durant laquelle se déroule Samurai Champloo est la même que celle où vécut Miyamoto Musashi. On retrouve aussi cette idée de ressentir le combat dans Cowboy Bebop, où durant l'épisode Waltz for Venus, Spike explique à un personnage son style de combat, même si on sait que de base il est calqué sur le style de combat de Bruce Lee. Spike fait aussi un parallèle entre le fait qu'il ne faut pas frapper fort, mais qu'il faut ressentir son environnement en faisant une allégorie avec l'eau. On peut continuer sur les références dans Cowboy Bebop avec l'épisode Cowboy Funk, où un type qui se prend pour un cowboy de l'espace décide à la fin de changer de rôle et devient un samouraï de l'espace, qui se nomme Musashi. Bref, je peux continuer longtemps à fanboyer sur Cowboy Bebop, hein, mais on n'est pas là que pour ça. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que Miyamoto Musashi est présent partout dans la culture populaire. Il est omniprésent au Japon, hein, que ce soit dans la littérature, le théâtre, le cinéma, avec par exemple les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, où un des persos en fait est inspiré de Miyamoto Musashi. Il est aussi présent dans plein d'animés, de mangas, dont notamment le manga Vagabond, qui retrace à peu près la même histoire que je vous ai racontée, mais en mettant Miyamoto Musashi comme un perso plus badass. Et on retrouve aussi Miyamoto Musashi en Occident, que ce soit récemment dans la saison 2 de Westworld, où un samouraï super balèze porte le nom de Musashi, ou dans plein de jeux vidéo qui se passent durant l'ère Edo. Bref, Miyamoto Musashi, il est dans ton lit, Miyamoto Musashi, il est dans tes chiottes, Miyamoto Musashi, il est dans ton sandwich, et surtout, c'est une figure très importante de l'histoire du Japon. Et je finirai cette chronique sur une citation de ce vénérable samouraï. Salaud! Non, c'est pas vrai, hein. C'est pour déconner. C'est pour déconner. Le nombre de trous de balles qu'il a rencontré dans sa vie, il a forcément dit salaud à quelqu'un. C'est totalement possible. Donc, on peut dire que non officiellement, c'est aussi une citation de Miyamoto Musashi. Mais non, celle que je voulais vous partager pour cette fin de chronique, c'était celle-ci. On ouvre les guillemets. Il ne faut pas s'attacher avec outrance, ni à des armes, ni à des outils. Excès, insuffisance sont pareils. Inutile d'imiter les autres. Possédez les armes et les outils qui sont à votre portée.
que l'on soit officier ou simple soldat, il n'est pas bien d'aimer certaines choses et d'en haïr d'autres. Méditez bien sur ce sujet. Et voilà, c'est la fermeture de guillemets, et c'est ainsi que je vais finir ce dernier DuckTapes sur Miyamoto Musashi, et je vous rends l'antenne.